Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le gel des relations entre le Niger et le Bénin s'intensifie avec la dernière sortie du Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, qui accuse le Bénin d'entraîner des terroristes dans des bases militaires françaises installées en territoire béninois. Une réponse des autorités nigériennes à la récente sortie du président Patrice Talon, des informations accablantes avancées sans preuve par les responsables de la transition. Qu'en est-il précisément? Nous en parlerons dans ce journal. Et pendant ce temps à Cotonou, c'est le lancement officiel du premier hackathon sur l'intelligence artificielle. L'événement qui se déroule du 13 au 15 mai 2024 réunit près de 2000 participants, aussi bien en présentiel qu'en ligne, provenant de plus de 60 pays à travers le monde. Les détails dans un instant. Nous parlerons également du renforcement des capacités des acteurs des ministères sectoriels sur la gestion budgétaire. C'est une session de formation organisée par le ministère de l'Économie et des Finances. Et 3 jours durant, les participants auront à s'approprier le contenu des outils de gestion en mode programme du budget. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Renforcement des capacités des acteurs des ministères sectoriels sur la gestion budgétaire. C'était au cœur d'une séance de travail ouverte ce lundi. C'est à la faveur d'une session de formation organisée par le ministère de l'Économie et des Finances. 3 jours durant, les participants auront à s'approprier le contenu des outils de gestion en mode programme du budget. Les travaux se tiennent au Palais des Congrès de Cotonou. Des précisions avec Clément Achadé. Le Bénin se prépare pour se challenger une nouvelle fois sur la bonne gouvernance budgétaire. Et pour réussir ce pari, le ministère de l'Économie et des Finances organise cet atelier de formation au profit des acteurs de performance des ministères sectoriels sur la gestion en mode programme. Pour le compte de la toute première journée, ils se sont entretenus sur la préparation budgétaire en mode programme et ses outils de mise en œuvre. Cette session de formation organisée par le ministère de l'Économie et des Finances sur une durée de 3 jours vise à améliorer davantage vos connaissances sur les outils de la gestion auxquels vous êtes en contact quotidiennement. C'est le lieu de remercier les autorités du ministère et en particulier le ministre d'État pour son accompagnement et pour avoir accepté la tenue de la présente session de formation au profit des acteurs que nous constituons. Cette session de formation fait suite à la nomination des acteurs de la performance ainsi que des spécialistes au niveau des ministères sectoriels et au cours de la 3e année de mise en œuvre du plan quinquennal de formation élaboré sur financement de la Banque mondiale. Pour les 2e et 3e journées, l'exécution budgétaire en mode programme et le dialogue de gestion sont les thématiques prévues pour renforcer la connaissance des bénéficiaires. Notre pays a basculé définitivement à la gestion en mode programme depuis le 1er janvier 2022. C'est dans ce contexte qu'a été initiée la présente session de renforcement des capacités afin de permettre à l'administration béninoise et au cadre que vous êtes, l'appropriation totale de toutes les composantes de la réforme ainsi que des éléments de conduite du changement. Avec cette formation, le ministère des Finances se met au pas pour maintenir le rang du Bénin dans le classement des meilleurs pays de l'UEMOA où la transparence budgétaire est une réalité. La nouvelle a récemment fait le tour des réseaux sociaux, des révélations, sinon des dénonciations faites par des victimes de sexe féminin en quête d'emploi à la GDIZ. Une information saisie par l'Institut national de la femme qui se joint aux autorités compétentes pour que les responsabilités pénales soient établies et que les auteurs et complices soient soumis à la rigueur de la loi. C'est à travers une déclaration de presse faite en fin de semaine écoulée par la présidente de l'Institut, Maître Huguette Bokpagnan-Kadja. Voici un extrait de ses propos. Je tiens à saluer le courage des victimes qui ont su dénoncer le harcèlement sexuel, les chantages et les exactions à caractère sexuel qu'elles subissaient. Cette libération de la parole ouvre la voie à la possibilité de sanctionner avec la dernière rigueur
les auteurs d'actes aussi ignobles. Le chef de l'État et son gouvernement ont doté l'Institut national de la femme des moyens et des pouvoirs lui permettant d'accompagner les victimes et d'agir seul au besoin devant les juridictions compétentes pour que chaque harceleur ou violeur reçoive la condamnation qu'il mérite. Nous réaffirmons que le harcèlement sexuel, notamment sous toutes ses formes, dans toutes les sphères et en milieu de travail, est inacceptable. Notre détermination est sans faille et nous ferons appliquer la loi, quel que soit le titre, la position, le rang social, le carnet d'adresse, la couleur de peau des auteurs pour que la parole libérée la demeure. J'adresse un message de soutien à toutes les femmes travaillant dans le secteur public ou privé, dans une administration, à un domicile, et mes pensées vont à la multitude de femmes et de filles domestiques, vidomégon, qui souffrent en silence. Vous n'êtes plus obligés de vous taire. Vous n'êtes plus obligés de subir. Nous sommes à vos côtés pour vous secourir, vous défendre, pour que justice vous soit faite et que votre dignité vous soit rendue. Notre mission à l'INF, c'est de vous garantir l'accès au marché du travail et le maintien dans votre travail avec des perspectives d'évolution, de promotion, gagnées au prix de vos compétences. Tout cela dans un environnement sûr et respectueux de votre intégrité corporelle et de votre bonne santé morale. Nous n'allons pas continuer de voir s'effondrer des rêves légitimes de femmes et de jeunes filles, se fermer les horizons de carrière promises à un futur brillant à cause du bon vouloir de certaines personnes du sexe masculin qui veulent assouvir des instincts grégaires et estiment qu'ils tiennent dans leurs mains la dignité, l'avenir, le destin de femmes et de jeunes filles. Les circonstances liées à la situation de vulnérabilité, de subordination, de demande d'un emploi ou d'un service public combiné avec l'âge, le statut social et ou économique, l'état physique ou mental ou toute autre situation connexe sont autant d'éléments qui sont pris en compte dans la peine applicable fixée par la loi qui se situe entre 1 an et 2 ans, 500 000 francs à 1 million d'amende. Et l'auteur ne pourra plus, durant ce temps prescrit par la loi, exercer les fonctions dans lesquelles il a commis son forfait. En plus de cela, la peine prévue par la loi sera appliquée de façon ferme et maximale si le harcèlement sexuel est suivi de viol. Et à ce sujet, il faut savoir que la peine encourue est une réclusion criminelle de 10 à 20 ans et de 1 million à 5 millions de francs d'amende lorsque la victime est en situation de demande d'un emploi et d'un service public ou dans un lien de subordination professionnelle. Article 553, nouveau alinéa 4. Alors, présent au Collège d'enseignement général d'Adjovi-Kodji, les Oliviers d'Abomey-Calavi, qui a reçu en fin de semaine écoulée une forte délégation des Lions Club de Dakar-Nevedaï, Abidjan, Pyramide et Cotonou, les Oliviers. Au menu de ce déplacement, la mise en service d'un module de 5 latrines dont la construction a été financée par les Lions. L'activité a connu la présence du directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Je vous laisse suivre. C'est dans un véritable bain de foule que les donateurs ont été accueillis ici, au CEG à Adjovi-Kodji les Oliviers. Il s'agit d'une délégation conjointe interdistrict des Lions de Dakar-Nebedaï, Abidjan Pyramide et Cotonou les Oliviers, avec les clubs partenaires Cristal, Concorde, Cigogne, Cocotier New Century, Camélia, Dauphin, Intégration Soleil et Léo Club Rameau d'Olivier. Le don objet de cette mobilisation est constitué d'un module de 5 latrines. La construction et le rayonnement d'une nation passent par la qualité de cette ressource humaine.
donc par l'éducation. Nous avons donc le devoir, nous qui sommes là aujourd'hui, de léguer à la postérité, à nos pays respectifs, un capital humain bien éduqué et compétent, capable de relever les immenses défis du développement qui se posent toujours à nos pays en construction. Pour les bénéficiaires, ce don répond à un besoin réel en termes d'assainissement du cadre d'apprentissage des élèves. C'est la marque imprimée à cet événement par les élèves du CEGA Djovicodi Les Oliviers. Des ballets, des chorégraphies et une prestation humoristique ont été présentés pour égayer les donateurs. Quelques doléances ont été formulées à l'occasion par les bénéficiaires du don, notamment la construction de nouveaux modules de classe. Toutes nos excuses pour la qualité de son de cet élément par endroit. L'eau potable, source de vie, est désormais un produit de luxe pour les populations de Sassédé à Djougou. Dans cette zone un peu reculée, s'approvisionner en eau est une tâche harassante, épuisante, mais alors complexe pour les femmes et les écoliers. Cette forte pénurie d'eau potable amène les populations à creuser des trous pour recueillir et consommer de l'eau boueuse. Une solution certes, mais une solution qui n'est pas sans conséquences sur la santé de ces populations. Une de nos équipes de reportage est allée vivre le calvaire de ces populations. Je vous laisse suivre. Sasséné, localité située à 18 km de Barienou Centre, dans la commune de Djougou, est plus que jamais confrontée au manque criard d'eau potable. Pour se procurer de ce liquide vital, les femmes doivent parcourir 5 km environ pour rallier ce bas-fond. Ici, il faut user d'une stratégie à haut risque pour atteindre la source d'eau, une eau de qualité douteuse, donc impropre à la consommation. S'il fait jour là, nous les femmes, à partir de 6 heures, on est dans le puits là déjà. On cherche l'eau. Parfois, on peut venir dans le puits là, on n'a pas trouvé l'eau même. Avant de venir ici, là, les autres sont déjà pisés. Et on est là pour chercher l'eau un peu. Voyez comment nous faire pour trouver l'eau là à boire. C'est comme ça on fait, un peu. Dans ce village de près de 600 âmes, aucune source d'eau potable n'est disponible en dehors de cette pompe à motricité humaine, elle-même hors d'usage depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, le seul recours pour avoir l'eau de boisson en cette période reste à ce bas-fond dont l'eau est tout, sauf potable, ce qui expose les populations aux maladies hydriques. Nos souffrances là, c'est de l'eau. Pendant la saison sèche, c'est grave. Pour gagner l'eau, avec nos enfants, c'est ça on boit, c'est ça on prépare avec. Tout ça là, c'est pour souffrir. C'est ça là, on va piser pour laver avec les habits, pour préparer avec. Tout ça là, on boit. Nous les femmes, nous maries. On donne les enfants aussi. On lave avec les habits pour les enfants. Les enfants même, des fois c'est diarrhée. Même nous les grands, tous les jours, les gens souffrent les maux de ventre. Finalement, c'est l'eau. L'eau est sale. Or, sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. En dehors des ménages qui se contentent de cette eau impropre à la consommation, l'école primaire publique de cette localité, dotée d'une cantine scolaire, se trouve aussi dans la même situation. Pour préparer des repas, des écoliers sont sollicités pour la corvée d'eau. Quand les élèves doivent aller chercher l'eau au marigot, ils partent à 7 heures, mais ils reviennent tardivement pour suivre les cours. De loin, même on voit la couleur de l'eau là. On dirait que c'est déjà même noir. Et ça cause de maladies aux enfants. Et en classe, les enfants vomissent. Ils font la diarrhée. Donc, c'est cette eau qui est à la base de tous ces maux-là. Et nous remercions le gouvernement du fait qu'il nous a même doté de la cantine scolaire. Maintenant, nous prions à ce gouvernement ou aux bonnes volontés de bien
vouloir nous venir en aide en nous donnant un puits ou bien une pompe. Les puits, vous voyez comme ça, vraiment, c'est nous les hommes qui sommes venus débrouiller, creuser dans le bas-fond avant que les dames là viennent trouver ça un peu. Vraiment, mes chers partenaires, vraiment aidez-nous, surtout nous soufflons avec nos élèves. C'est avec de l'eau là que vraiment on fait avec la cantine. Surtout en janvier, si tu viens ici, c'est pitié. De la maison pour le marigot, c'est environ 5 km. Les élèves quittent à 6 h du matin pour la recherche de l'eau. C'est de ça qu'on prépare la cantine. Or, notre eau est sale, trop sale. C'est là les bœufs viennent pour boire. Nous les hommes aussi, c'est dedans nous vivons. On fait la lessive avec ça. C'est pitiable, il faut nous aider. On souffre de l'eau trop à Sassene. Il faut nous aider. Nous sommes dans un village, on ne sait pas quoi dire. C'est ça, on donne les enfants. L'enfant là veut boire l'eau, je vais la donner. L'enfant là veut boire l'eau. Regardez, moi aussi la maman, je vais prendre l'eau. Comme ça, est-ce que c'est bon comme ça? Sauvez-nous. Hein. Malgré les efforts du gouvernement pour doter les arrondissements en eau de boisson de qualité, cette localité de Sassene souffre d'un manque criard d'eau potable et pourtant, les installations de la SONEB sont visibles à Barienou Centre, lesquelles installations n'alimentent pas Sassene, relégué aux oubliettes. Et pendant ce temps, à Cotonou, c'est le lancement officiel du premier hackathon sur l'intelligence artificielle. L'événement qui se déroule du 13 au 15 mai 2024 a réuni près de 2000 participants, aussi bien en présentiel qu'en ligne, provenant de plus de 60 pays à travers le monde. Il s'agit pour les participants de développer des applications d'intelligence artificielle capables de réaliser du doublage, du sous-titrage et transformer du texte ou de l'audio en images utilisant les langues fonds d'Indi et Yoruba. Voici le compte rendu de la cérémonie de lancement de ce hackathon IA. Le premier hackathon sur l'intelligence artificielle démarre ici au Palais des Congrès de Cotonou. Il est organisé par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASTIN et le ministère du numérique et de la digitalisation. Depuis quelques années, le Bénin a engagé une ambitieuse stratégie nationale d'intelligence artificielle dont l'un des volets est de contribuer réellement au rayonnement du pays à l'international. Et dans ce cadre-là, l'ASIN s'est associée avec une entreprise qui s'appelle New Native, qui est vraiment spécialisée à l'échelle internationale dans l'organisation de hackathons. Ils ont une communauté mondiale de plus de 100 000 développeurs dans le monde entier. Donc nous nous sommes appuyés sur cette plateforme-là pour pouvoir organiser cet événement avec notamment un certain nombre de partenaires dans l'audiovisuel bien évidemment, mais également des opérateurs mobiles nationaux comme Celtis. Nous avons pratiquement 2000 développeurs qui se sont inscrits pour ce hackathon, dont 300 au Bénin. Donc en salle, aujourd'hui, nous avons une centaine de jeunes ambitieux, vraiment très motivés, qui sont là, qui sont arrivés très tôt ce matin pour compétir, avec l'ambition vraiment de mettre les langues au cœur de tout ce que nous faisons. Donc certes, nous parlons de l'intelligence artificielle, mais ce que nous attendons avant tout, c'est la technologie au service de nos réalités, au service de nos problématiques. Tous les continents sont représentés à cet hackathon et les 1990 participants proviennent de plus de 60 différents pays. Pendant 3 jours, les participants vont compétir, réfléchir et seront appuyés par des mentors au niveau local mais également à l'international. Ils vont développer des solutions permettant de valoriser les langues locales, de faire du doublage, du sous-titrage et de transformer du texte ou de l'audio en images utilisant les langues fonds d'Indi et Yoruba. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Et si on le fait, ce n'est pas parce qu'on veut multiplier des nationalités, c'est parce qu'on veut mobiliser l'écosystème mondial
autour des enjeux qui nous concernent. Et ça, c'est très important. Nous, chez Canal, on est d'autant plus intéressés par cet hackathon parce que nous, on est dans le business de l'image et du divertissement. Aujourd'hui, beaucoup de notre contenu est encore en français. Et demain, si on a la possibilité de pouvoir créer du contenu facilement dans nos langues, en dandi, en yoruba, en fongon, et facilement et rapidement, on sait qu'on pourra toucher davantage de gens au Bénin. Ça va nous permettre d'enrichir notre diversité culturelle et ça va surtout favoriser l'accessibilité donc aux différentes créations. Le jury de cet hackathon IA sera composé d'experts internationaux et béninois. 3 lauréats au plan local et 3 à l'international seront sélectionnés à la fin de la compétition. Le premier partira avec 2 millions de francs CFA, le deuxième 1 300 000 francs et le troisième 650 000 francs. En plus de ces prix, les lauréats bénéficieront entre autres de l'accompagnement de CMS City à travers une incubation et un mentorat. Parlons à présent du complexe scolaire Clé de la réussite qui joint l'agréable à l'utile pour ses apprenants. La phase finale des journées culturelles a été organisée dans ce complexe scolaire pour encourager les enfants à mieux s'égayer le temps d'une légère pause loin des cahiers et des livres. Des moments de joie et de gaieté que partage avec nous Asomokani Asiango. Chaque année, il en fait un peu plus le complexe scolaire Clé de la réussite en matière de journée culturelle. Une ultime étape le samedi 4 mai qui a réuni les 3 sites du complexe, Bégamé et Zobouhoué de Cotonou, puis Abomey-Calavi. Au menu, chorégraphie, défilé de mode, interprétation, sketch, tout pour révéler les talents qui dorment en ces apprenants, et cela devant un jury rigoureux. Et au terme de 5 heures de prestations, les résultats à la satisfaction des uns et des autres. Les journées sportives, culturelles et artistiques, nous sommes là aujourd'hui par le carnaval intercity qui vient primer Calavi premier, Bégamé deuxième et Zobouhoué troisième. Pendant des heures, les élèves du complexe ont égayé le public qui en voulait davantage. Outre ces prix, la direction générale du complexe Clé de la réussite n'a pas oublié les élèves méritants. Nous avons joint l'utile à l'agréable. Les élèves qui ont mieux travaillé au CAP l'année passée, au BPC et au baccalauréat ont été aussi primés. Donc c'était l'occasion de remettre officiellement les prix au premier du Bénin, au CAP, les prix au deuxième du Bénin, au bac G2. Bientôt, les examens de fin d'année scolaire. Et déjà, le complexe scolaire Clé de la réussite a pris ses dispositions pour de meilleurs résultats. Nous profitons pour exhorter les autres élèves à se battre, à suivre attentivement les travaux dirigés qui commencent dès le lundi 11 pour pouvoir préparer sérieusement le BPC et le lundi 20, ce serait le bac. Et lors des TD spéciaux, nous allons travailler à fond, revenir sur les points essentiels et roder un peu les élèves par rapport aux cas typiques. Le complexe Clé de la réussite a toujours œuvré pour l'émulation de ses apprenants, une méthode dont les résultats parlent d'eux-mêmes au plan national. Je l'ai annoncé en début d'édition, le Niger accuse le Bénin d'entraîner des terroristes dans des bases militaires françaises secrètement installées sur le territoire béninois. C'est la réponse des autorités nigériennes à la sortie du président Patrice Talon en fin de semaine dernière. Des affirmations du Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, au cours d'une conférence de presse donnée à cet effet, des informations accablantes avancées sans preuve par le responsable de la transition. Qu'en est-il précisément? Les détails avec William Clica. Lamine Zeine n'y est pas allé par 4 chemins. Le Premier ministre de la Transition au Niger persiste sur les accusations de la présence de bases militaires françaises au Bénin.
Une sortie en réplique aux explications données par le chef d'État béninois à la suite de l'interdiction des eaux du Bénin aux navires pour l'exportation du pétrole nigérien. Que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois. Ces affirmations n'ont tout de même pas été étayées d'éléments tangibles dans la déclaration d'une vingtaine de minutes. Ce n'est pas la première fois que les autorités nigériennes allèguent à propos de la présence militaire française en terre béninoise contre les intérêts du Niger. À ce sujet, l'ambassadeur de France au Bénin a démenti formellement ces accusations en expliquant le rôle réel des instructeurs français au Bénin. Dans le domaine de la formation, en 2021-2022, pendant un an à peu près, il y a eu à Tangueta puis à Kandy une quarantaine de militaires français qui sont venus pour former et entraîner les nouvelles recrues béninoises. Mais ils étaient dans des enceintes béninoises, dans des casernes béninoises, ce n'était pas du tout des bases françaises, ils étaient qu'une quarantaine et ils ont pris des cohortes qu'ils gardaient pendant 2 mois et ils les entraînaient au combat pour aller précisément combattre contre les djihadistes. Donc on a pu voir des militaires français qui étaient dans les terrains autour. Ces explications du diplomate français n'ont fait que réitérer les déclarations du chef d'état-major des armées françaises, Thierry Bucard, lors d'une visite de travail au Bénin en fin d'année dernière. Les assurances des autorités béninoises au plus haut sommet de l'État ne sont-elles pas suffisantes pour rassurer leurs homologues du Niger? Difficile donc de comprendre les raisons de cette campagne d'information menée par Niamey contre Cotonou. Volonté d'asphyxier. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.